Salut à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur motorstv.com et nous vous proposons un numéro exceptionnel du débriefing F1. Il faut bien avouer que cette année, l'intersaison est un peu longue. Vous savez que ça reprendra que dans la deuxième quinzaine de mars, le championnat du monde donc 2016 de Formule 1. Donc on va en profiter avec Jean-Luc qui est ici. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Pour passer un petit peu en revue l'actualité en cet hiver, si tu veux, avant que les essais reprennent en février. Bon, c'est vrai que il nous tarde que ça reparte un peu. C'est vrai Vous que c'est nous long, avez manqué, j'espère Voilà. qu'on vous a manqué, mais vous nous avez manqué. Bon alors, à moins de 2 mois du début de la saison, on remet ça. Bon, bah écoute, voilà, on va passer en revue un petit peu les forces en présence. On rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, que Mercedes est l'équipe à battre, Ah bon? restant sur 2 titres de Lewis Hamilton, lequel a, je crois, dit une fois dans l'hiver, au moment des fêtes, qu'il n'y avait pas de raison que la domination ne soit pas aussi forte qu'avant. Bon, alors... Oui, est-ce c'est que- ce qu'il espère en tout Oui, cas. Et on peut voilà. le penser a priori, parce que si tout le monde a travaillé, évidemment Mercedes a dû travailler au moins autant que les autres. Ouais, Donc, bon, voilà. on ne doute pas que les ressources de ce grand constructeur soient bien en place. Oui. La question qui se pose, c'est plutôt au côté humain, parce qu'on sait que la fin de saison a été favorable à Nico Rosberg, paradoxalement, plutôt qu'à Lewis Hamilton. Alors, c'est une très bonne question, évidemment, comme d'habitude. Merci, Donc, merci. Non, le tout, c'est de savoir si effectivement les mois qui passent, ces mois d'hiver, vont permettre à Rosberg de repartir du bon pied. Et ça, je pense qu'il faudra attendre 3 à 4 grands prix. Bon, évidemment, on part très loin. On part Melbourne, Bahreïn, Shanghai, Sochi, pour vous rappeler un petit peu le début de saison. Donc, il faudra attendre 3 à 4 grands prix pour voir si réellement cette dont tu parlais, cette domination un petit peu mentale peut-être exercée par Rosberg s'exerce. Moi, je parie que non. Je parie que Hamilton aura trouvé les ressources pour se remettre au moins au niveau de son équipier. L'adversaire déclaré de Mercedes, c'est Ferrari. On reprend les mêmes, si j'ose dire, et notamment Sébastien Vettel. Bien sûr, il est évident que Vettel, avec ses 3 victoires l'an dernier, a démontré qu'il s'était adapté extrêmement rapidement à la Scuderia Ferrari, qui bénéficie, comme toujours avec la Scuderia, évidemment, d'un élan populaire. Alors, juste, il y a les tout petits bémols quand même, c'est qu'au très très haut niveau, effectivement, c'est-à-dire au niveau du groupe FCA, l'introduction en bourse de Ferrari n'a pas été miraculeuse en termes financiers. Ça peut impacter quand même les budgets, même si on sait que la Scuderia bénéficie d'une rémunération par la FOCA qui est exceptionnelle. On rappelle cette super prime de 100 millions de dollars que perçoit la Scuderia parce qu'elle est la Scuderia, tout simplement. Dans quelques instants, je vais te poser des questions sur Renault, parce que vous avez compris que c'est un petit peu le thème principal de cet hiver. Juste pour les équipes dites majeures, Red Bull. Alors, on reprend donc une nouvelle configuration moteur qui est la même qu'avant, mais en fait avec un autre nom. Bon, tout est bien qui finit bien ou pas vraiment? Oui, mais écoute, à un moment, on a compris que c'était la seule issue, c'était la seule solution, effectivement, pour Red Bull, pour conserver un moteur. Ce moteur Renault, effectivement, rebadgé autrement. Bon, bah écoute, on en a vu d'autres en Formule 1 et je crois qu'on en verra d'autres. C'est un accord commercial qui permet, en tout cas, au monoplace d'être motorisé avec une motorisation connue de surcroît. Bah, c'est un bon compromis. Bon, de toute façon, tout finit toujours par s'arranger. C'est qu'une histoire d'argent, tu sais, c'est très simple. Allez, on en vient au dossier Renault, parce que lors du dernier Grand Prix, Jean-Luc, on était encore fin novembre, et c'est donc en décembre que tout ça s'est un petit peu fait, au niveau de la confirmation en tout cas du retour de Renault. Donc là, on est quand même dans une période un peu floue, où on attend des décisions, un organigramme. oui. Là, faut bien être honnête. On vous parle, là, on est un peu entre deux eaux. Mais Eh bon, ben, voilà, ça peut tomber demain, Oui, mais oui. il faut considérer qu'aujourd'hui, mise en ligne donc de ce débriefing F1, nous n'avons pas effectivement l'organigramme dont tu parles. Pourtant, ça fait des mois et des mois qu'on étudie tout ça. Alors, on va y aller dans l'ordre. Quid du rôle d'Alain Prost, j'ose le dire, quand même quadruple champion du monde, qui a possédé sa propre écurie fin des années 90, début des années 2000, qui a un rôle d'ambassadeur pour Renault Sport depuis des années. Alors, il semble qu'on a un petit peu de mal à le positionner, j'ose le dire aujourd'hui. Et alors, bon, aura-t-il des responsabilités opérationnelles ou pas? Sera-t-il dans un rôle à la Niki Lauda chez Mercedes, un président non opérationnel avec un rôle de représentant? On ne sait pas. Frédéric Vasseur, dont on parle beaucoup en tant que réel team manager, en tant que réel responsable sportif et technique et patron de l'écurie, va-t-il venir? À quelles conditions? Quelles conditions a-t-il posé? Quel sera vraiment le rôle de Cyril Abiteboul, qui a beaucoup œuvré pour que cette équipe Renault revienne en Formule 1 sous ce nom-là? Voilà beaucoup d'inconnus. Alors, on nous dit que c'est prévu pour début février. Je crois qu'effectivement, Carlos Ghosn doit annoncer le 3 février de mémoire, effectivement. Peut-être aurons-nous réponse à toutes ces questions que nous attendons les réponses avec beaucoup d'impatience. mais même côté pilote, moi je m'interroge un peu, parce que je crois savoir qu'on est allé au Venezuela, c'est-à-dire qu'il y a un souci du côté du financement de Maldonado. Là, je vois une déclaration ce week-end aussi de Perman qui
met un peu la pression sur Palmer en disant faut dès le début, faut scorer quoi. Hein je ne sais pas comment analyser ça. C'est clair qu'on est parti pour une année de transition. Je crois l'avoir déjà dit, donc je vais le redire ici. C'est une évidence. Ça y est, la monoplace a été homologuée au crash test. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mais bon, on n'en attendait pas moins. Donc effectivement, avec Pastor Maldonado, dont on connaît les qualités et les défauts, bon, l'inconstance, la fougue, etc. Même s'il a gagné un Grand Prix dans sa carrière, on le rappelle toujours, à Barcelone et devant Alonso, c'était quand même pas rien. Mais bon, ça s'est produit une seule fois. Julian Palmer, tu viens de le dire, c'est un jeune pilote, bon, vainqueur en GP2, mais en 2014, qui a été un petit peu en dedans, on va dire, pour les essais, qui n'a pas eu de chance avec la météo. Là, on lui demande d'envoyer du lourd. Ben, on espère qu'on va envoyer du lourd, mais moi, je reste mesuré quant aux réelles perspectives pour cette saison 2016. Bon, affaire à suivre du côté de Renault, mais ça peut éventuellement arriver vite, vous l'avez compris. 2 autres équipes ont fait parler d'elles durant cet hiver. McLaren. Alors McLaren, avec le recrutement le plus surprenant, inattendu, important de cette intersaison, puisqu'il concerne 2 disciplines, c'est le WRC et la Formule 1. Donc Jost Capito, le patron de Volkswagen Motorsport, va devenir le patron de McLaren F1. Indubitablement, c'est un très bon choix parce que c'est un meneur d'hommes. Jost Capito, il est déjà passé en Formule 1, il faut le rappeler, chez Sauber, dans un rôle un peu plus discret. C'est un homme qui connaît le sport automobile, qui est arrivé, j'allais dire, à maturité, qui est un winner, un vainqueur. Il a su, avec évidemment tous les ingénieurs et les pilotes, et on rend hommage à nouveau évidemment à Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, décrocher cette série de titres formidables et de victoires. Donc là, il manquait peut-être un déclic et il manquait entre Ron Dennis et Eric Boulier, il manquait quelqu'un, on l'a trouvé, Jost Capito. Moi je lui fais crédit parce que c'est un type qui est positif, qui est un dynamiteur d'hommes dans le bon sens du terme. Alors ça suffira peut-être pas, là non plus, il faut peut-être pas attendre du miracle, d'autant qu'on attend l'annonce officielle de sa prise de fonction qui serait pour avril-mai. Quand on a trouvé quelqu'un pour le remplacer chez Volkswagen, parce qu'évidemment, là aussi, il ne va pas trahir son équipe, qui ne peut pas s'opposer à son départ. Mais bon, c'est une recrue de choix. Moi, je crois que ça peut évidemment contribuer à permettre à McLaren de revenir enfin aux avant-postes, on va dire. Un mot sur l'équipe As, puisque c'est donc la nouvelle venue en cette année 2016, avec Romain Grosjean en pilote, bien sûr. Donc, on suivra très attentivement cette équipe. Bon, est-ce que tu as le sentiment que tout semble bien se mettre en place avant ce début de saison ? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc a priori, effectivement, on a bien réfléchi en amont. On sait très bien qu'il y aura la base britannique que connaît bien Romain, il l'a déjà visité, etc. Donc il va falloir voir et apprécier comment le fonctionnement de cette équipe, mais qui est répartie sur 2 continents, va bien fonctionner. L'un des enjeux, c'est le maintien, tu le sais, du Grand Prix des États-Unis à Austin, pour lequel As s'est lui-même engagé en disant oui, ça aura lieu, il faudra. Est-ce qu'il est prêt éventuellement, comme il est milliardaire, à mettre un petit peu la main à la poche pour arranger tout ça? Bon, c'est j'allais dire, c'est en périphérie. Mais oui, je crois que cette équipe va monter en puissance également. Là aussi, il faudra lui laisser un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal quand même. Ouais. En tout cas, on surveillera sans doute déjà les premiers chronos dès les premiers essais de février. Il y aura des séances d'essais en février. Bon. Bien sûr. Écoute, je crois qu'on a fait le tour sur les... Alors, je crois que chez Manor, on ne sait toujours pas quels sont les pilotes confirmés. Alors, non, il y a encore une inconnue, absolument. Alors, on a recruté Pat Fry comme consultant à l'extérieur, un ancien de chez Ferrari. Bon, c'est un apport de poids. Pat Fry, il a effectivement compté dans l'histoire de la Scuderia Ferrari. Donc, maintenant, effectivement, il faudrait savoir qui on assoit derrière les volants et dans quelles conditions. Évidemment, il y a des tractations financières, tu l'imagines bien. Oui. Alors, ma dernière question aujourd'hui, et je vois que tu as emporté quelques petits papiers, c'est pour que tu essayes de nous expliquer, ou en tout cas que tu nous dises ce que tu en penses, de la nouvelle réglementation des pneus et du choix des pneumatiques mis en place par Pirelli et la Fédé. Ça a l'air un peu compliqué, on va dire. Non, je ne t'expliquerai pas parce que pour le moment, je n'ai pas tout compris. C'est une complexité ahurissante. Tout ce qu'on peut dire pour essayer de résumer, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie de gomme. Ça, c'est très bien. Les ultra soft, parce qu'on reprochait à ces pneus d'être en bois. Souvent, je l'ai dit moi-même ici. Ah oui, donc, ça, voilà. on l'a dit. Donc ça va permettre d'avoir une composante avec des pneumatiques de qualif, on va oser dire, ou qui vont durer très peu de temps. Bon, ça, c'est très bien. Mais alors là où ça demande des choix antérieurs très complexes, c'est que les écuries ont déjà dû choisir leurs pneus jusqu'à Sochi. C'est-à-dire que, ce qu'on disait, on n'en connaît pas les conditions météo, mais pour que Pirelli ait la capacité de fabriquer les pneumatiques à la demande des écuries, on leur demande, et ces choix sont gardés secrets jusqu'à 15 jours avant le Grand Prix concerné. Je ne sais pas si je suis clair, déjà moi-même je me suis perdu. Et encore, ça c'est en amont. Ça c'est en amont. Voilà. Alors après, donc il y a ces 3 mélanges qui sont retenus pour chaque course. Communiquer au team. Le nombre de pneumatiques utilisés, de trains de pneumatiques, ça reste 13. Ça ne change pas. C'était toujours l'allocation pour l'ensemble du Grand Prix et par pilote. Alors, un jeu du mélange le plus tendre doit être conservé pour être chaussé en Q3 exclusivement. Donc ça veut dire que ceux qui n'accéderont pas à la Q3 n'auront pas accès à ce choix-là. Bon, par voie de conséquence. Les 2 trains obligatoires
choisis par Pirelli doivent être de 2 mélanges différents. Bah oui, parmi les 3 nominés, ça on s'en Oui. doutait un petit peu quand même. Il faut bien qu'ils soient. Et les 10 derniers trains, je ne sais pas si vous me suivez toujours, seront choisis par chaque team dans la sélection. Alors, il y en a 2 imposés par Pirelli, Ouais. un choisi en plus par les équipes. Oui. Il faut toujours en passer 2 que pendant deux. la course. Deux Voilà. pendant la course. Et les choix effectués par chaque team peuvent varier d'une voiture à l'autre. Ouais, c'est ça. D'où la production des pneumatiques en amont. Enfin, et de ce fait, chaque pilote peut disposer d'une allocation différente de celle de son équipier. On va essayer de s'y retrouver dans tout ça, parce que quand tu sais qu'on doit rendre un certain nombre de trains après également à Pirelli, après les avoir utilisés, on va terminer en disant que le top 10 des qualifications, donc ceux qui vont aller en Q3, devra, comme auparavant, remettre le pneumatique le plus tendre utilisé en Q3, on a bien compris, puisque c'était le plus tendre, hein, et débuter la course chaussée du team de gomme avec lequel il réalisa son meilleur chrono en Q2. Voilà. Ouais, bon, maintenant c'est on va un peu voir. complexe. De toute façon, Vous nous écrivez, vous nous envoyez Ouais, c'est ça. des mails si vous Non, savez mais la comment. majorité des Non, mais- choix des équipes sera toujours de prendre un pneu plus tendre que celui préconisé par Mais Pirelli. Évidemment, forcément. le but quand même, et on a ouvert un petit peu le choix, c'est ce pneumatique ultra soft, Ouais, c'est super ça. tendre, j'espère que ce sera vraiment le cas, qui est censé tenir quelques tours Ouais. seulement, et qui permettra d'avoir des vrais tours de qualif, peut-être comme on les avait, seule l'expérience va le démontrer, comme la grande époque des qualifs, moi je dis, où on avait effectivement des pilotes qui sur un tour donnaient absolument tout, et ça c'était Bah oui, formidable. voilà. Bah, on espère retrouver ça. En tout cas, si on considère que l'année 2016 sera peut-être une année un peu de transition aussi en F1, je ne sais pas, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, on va se retrouver régulièrement d'ici au début de saison pour faire un point, Jean-Luc, sur les nouvelles. Et c'est vrai qu'avec l'attente des informations de chez Renault, on aura certainement de quoi vous dire d'autres choses c'est évident. en février. Bien sûr. Bon, bah écoute, merci d'être passé. Mais c'est un Voilà, le débriefing est fin, donc vous êtes rassurés, mais je ne crois pas que vous étiez inquiets. Continue plus que jamais sur motorstv.com. Allez, salut à tous. Salut.